Bienvenue sur Visionnaire, le podcast où on parle d'agriculture à l'international. Je suis Lucie Massier et j'ai parcouru le Sénégal et le Togo pour discuter des enjeux de nos systèmes agricoles. Le projet Visionnaire est soutenu par Ingénieurs sans frontières, le Crous, l'Université Bordeaux-Montaigne et Radio Campus. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de faire cet épisode avec Djibril, habitant de l'éco-village de Camiac. Alors ici, justement, Djibril, vous dites éco-village. Est-ce que tu pourrais me préciser ce que ça signifie pour toi, s'il te plaît ? Oui, le village qui a été, comme j'ai dit, un éco-village intentionnel dont le fondateur du nom de Sahat Sarr a bien réfléchi tout son acheminement et sa situation, surtout dans le but de faire face au monde actuel sur le plan développement. C'est quoi le concept du développement et comment est-ce que les gens perçoivent c'est quoi le développement, et dans plusieurs autres contextes qui réunit la décolonisation, c'est-à-dire la décolonisation de plusieurs idéologies, de plusieurs mentalités, de plusieurs façons de voir, ainsi que l'égalité des genres, la promotion aussi des femmes et beaucoup d'autres paramètres qui s'ensuivent. Bon, quand tu parles de agroécologie et comment est-ce qu'on peut expliquer c'est quoi pour nous l'agroécologie? En fait, l'agroécologie pour nous fait partie de l'écologie, car nous avons un village écologique conçu volontairement, car pour nous, l'agroécologie tout simplement ne suffit pas. Car quand on parle d'éco-village, c'est quelque chose qui a toujours été là en fait. Tous les villages sont à la base des éco-villages. Mais quand on parle d'éco-village intentionnel, c'est que nous sommes venus sur une terre vierge où il n'y avait pas, à vrai dire, autant de vie, et nous avons créé un éco-village en renouant les liens avec les habitants et leur environnement, d'où la définition de éco-village, c'est-à-dire l'écosystème existant et les individus vivant aux alentours doivent entretenir un lien complémentaire et doivent s'auto-respecter pour permettre à ce qu'ils puissent évoluer à l'aise et dans les meilleures situations. Avoir une culture écologiste tout simplement ne suffit pas pour que tu te dises que tu fais de l'agroécologie, car tu as des bâtiments qui ne sont pas peut-être écologiques, tu as un espace où tu ne sais pas si tu arrives à protéger toutes les espèces ou les êtres vivants de ton entourage. Et du coup, concrètement, c'est quoi que vous mettez en place ? Tu m'as un petit peu parlé des bâtiments qui sont écologiques. Est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus ? Quand tu t'installes dans un endroit où il n'y a rien du tout, pour que tu puisses développer et mettre en place tes idéologies, il te faut d'abord avoir un espace où habiter, il te faut être en sécurité, il te faut pouvoir te nourrir, subvenir à tes besoins primaires, dû la nécessité d'avoir des bâtiments là où nous pouvons loger, et que tout en respectant les termes et notre ambition de créer un village écologique, il nous faut respecter les normes de l'écologie. On essaie d'adopter des techniques en premier de la construction avec des écodomes qui sont des constructions écologiques, avec des sacs, des systèmes de construction avec des sacs qu'on appelle le système Adobe, qui sont des sacs biodégradables qui sont remplis avec de la terre mélangée avec de la chaux et des fois avec de la latérite compactée, et on en forme des maisons, on en construit des habitats qui seront écologiques. Il nous fallait aussi donner vie à l'espace, c'est-à-dire remettre les êtres vivants qui étaient à peu près nus ou même disparus à leur état, redonner à la terre sa vie qu'elle avait, car les terres étaient vraiment mortes dues à la surexploitation avec des engrais chimiques et à la suragriculture, à l'agriculture de masse. Il fallait qu'on les nourrisse à nouveau avant de pouvoir y cultiver. On a utilisé des techniques en replantant des arbres indigènes et en faisant des expériences avec les arbres fertilitaires afin de redonner vie au sol. Et est-ce que tu pourrais développer un petit peu quels sont les arbres que vous avez plantés, la logique qu'il y avait derrière cette plantation et l'importance de l'arbre ici ? Bon, ici, nous sommes dans une zone qui est vraiment
salée. Pour avoir de l'eau douce, déjà, c'est difficile. Et les terres sont vraiment arides. Et avec une sol qui a été vraiment dégradée avec le temps et la surexploitation due à l'agriculture de masse, il fallait qu'on dispose beaucoup d'arbres fertilitaires au niveau de l'espace, au niveau du champ, pour qu'au moins qu'ils puissent fournir assez de minéraux à l'intérieur du champ et que nous commencions nos premiers tests de culture maraîcher. Et quels sont ces arbres exactement? Il y a les mellifera, il y a les acacias et il y a les procépis. Ok. Et est-ce que tu as vu des modifications du sol, par exemple sa couleur, sa texture? Qu'est-ce qui s'est passé en plantant les arbres? On a remarqué que le sol arrive à conserver beaucoup d'eau après la saison des pluies pour qu'on puisse continuer à bien notre culture. Et on a aussi remarqué que les autres plantes ou les arbres fruitiers que nous avons semés ont survécu. Et concrètement, est-ce que tu peux m'expliquer comment vous plantez un arbre avec toutes les étapes et le processus que vous utilisez ici? Au début, quand on a besoin de planter un arbre, on a besoin déjà d'une terre qui est assez humide pour que l'arbre puisse grandir, car on ne va pas juste prendre des arbres adultes et les mettre. On a des arbres jeunes. Et pour ça, nous avons utilisé un système, c'est des toilettes sèches qu'on appelle tree bog. C'est des toilettes en hauteur qui nous permettent de pouvoir emmagasiner beaucoup de minéraux dont les arbres en ont besoin pour grandir rapidement. Donc nous avons essayé des systèmes de tree bog qu'on construit quelque part mais qui sont amovibles et on mettait les arbres tout autour, des arbres fruitiers ainsi que des arbres fertilitaires, et avec le temps ils arrivaient à grandir rapidement. Et quand ils grandissent et qu'on voit visuellement qu'ils commencent à se développer et que les racines tiennent au sol et qu'ils ont reçu assez de minéraux provenant des humains, et après ça on déplaçait tout le temps les toilettes sèches pour permettre à toutes les zones et à tous les arbres de pouvoir grandir vite. Et pour répondre à ta question, pour en revenir de comment est-ce que nous essayons de planter les arbres, bon, ici pour planter un arbre il va te falloir creuser un trou d'un diamètre minimum de 1 mètre de diamètre ou même 1,20 m de diamètre et d'une profondeur assez pour pouvoir mettre le compost au fond. Des fois on utilise aussi de la poudre de charbon pour que ça puisse garder de l'eau et d'en donner aussi à l'arbre. Il y a plusieurs techniques que tu peux faire comme compostage, mais pour le moment nous utilisons plus les résidus des feuilles décomposées, des feuilles provenant des arbres fertilitaires et des crottes de cheval et tout ça, et tout ce qui vit dedans, ça crée un tas de compost vraiment riche en minéraux qu'on utilise pour planter les arbres. Supposons après le trou d'un diamètre de 1 m à 1,50 m, on fait une profondeur à peu près des fois de 40 par rapport à la taille de l'arbre pour pouvoir mettre le compost, et au-dessus on mélange aussi le compost avec de la sable pour le rendre compact afin de pouvoir maintenir l'arbre à l'aise. Et même pour l'arrosage aussi, on essaie d'économiser le maximum d'eau possible parce que ici la nappe phréatique qui a de l'eau douce est trop proche et l'épaisseur de la nappe n'est pas assez large pour qu'on puisse avoir assez d'eau pour alimenter tous les arbres à flot. Donc on essaie aussi d'adapter aux arbres la quantité d'eau dont ils ont besoin pour grandir. Donc on essaie de leur donner petit à petit en économisant de l'eau pour leur habituer à cela et à l'environnement. Et vos voisins utilisent encore un petit peu de l'engrais chimique et des pesticides. Est-ce que vous arrivez à les sensibiliser? Oui, les voisins, ils utilisent un peu de l'engrais chimique. Et ça atteint pas trop le lieu? Bon, peut-être sur les plans scientifiques, sur des recherches beaucoup plus approfondies, tu le verras dans les statistiques et dans les détails. Mais pour le moment, on ne le ressent pas encore si ça affecte notre village. Parce que ce n'est pas aussi des cultures qui se font pendant les 12 mois. Ce sont juste des cultures pendant la saison des pluies, là où ils utilisent de l'engrais chimique. Mais il y a aussi des agriculteurs autour qui font de la culture maraîchère, mais qui n'ont pas des parcelles énormes comme les parcelles que les agriculteurs utilisent pendant la saison des pluies sont plus grandes. Mais les cultures maraîchères ont de petites parcelles tout autour et ils utilisent de l'engrais chimique. Et malheureusement, ils ont tendance à se réduire, car de plus en plus, avec l'utilisation de l'engrais chimique, leurs terres meurent vite et après les terres sont délaissées. Donc
depuis 5 ans, ils sont en train de se réduire petit à petit. Et on leur sensibilise malgré tout, chaque fois, pour qu'ils renoncent à ça et qu'ils adoptent nos méthodes. Et ça avance petit à petit, car on reçoit beaucoup de jeunes qui veulent apprendre les techniques. On reçoit beaucoup de jeunes qui veulent qu'on leur donne une parcelle de nos terres pour qu'ils essaient et qu'ils apprennent comment est-ce que ça évolue, comment est-ce que ça fonctionne. Merci Djibril de nous avoir posé le contexte de ce qu'est l'éco-village de Camillac. Avant de passer à la suite, je vous propose d'écouter Tassou Café, une musique de Sahad, le fondateur de Camillac. On va maintenant aborder un thème qui nous concerne tous, la décolonisation. Est-ce que Djibril, tu pourrais m'expliquer comment vous voyez ça à Camillac ? Pour Camillac, quand on parle de décolonisation, c'est plus dans le sens d'une idéologie, d'une façon de voir. Car Camillac, c'est le nom du village où nous sommes, mais le village de Camillac fait partie de l'association Djiunit, du nom de Djiunit. Djiu, en sénégalais, dans le Wolof, Djiu, ça veut dire seed, ça veut dire graine. Nit, ça veut dire humain. Donc c'est semer une nouvelle type d'humanité, une nouvelle type d'être humain. C'est ça que cela veut signifier Djiunit. Donc le fondateur du village, en ayant le désir et en ayant la volonté de vouloir aider à ce renouveau de nouveaux types d'êtres humains, il s'est fixé des objectifs, il a élaboré un guideline, comment est-ce qu'on doit mieux se comporter, comment est-ce qu'on doit mieux prendre en compte beaucoup de choses, et la décolonisation de ce mindset en fait partie. Car au Sénégal, j'ai vu comment est-ce que cette image de relationnel entre l'homme noir et l'homme blanc crée beaucoup de limites et crée beaucoup de retombées désastreuses. Quand je parle de limites, c'est que ça empêche à la relation qui doit être pure et véridique et sincère de s'installer. Il y a cette domination qui est toujours là et il y a aussi ce manque de sincérité qui persiste entre les deux camps, et c'est vraiment des choses qui freinent la population dans sa totalité à avancer. Quand tu parles du fait que tu as pu observer la domination qui persiste encore, dans quoi est-ce que tu as vu ça en fait ? Bon, quand je parle de domination, je fais allusion d'une part à cet entre guillemets développement qui est là, et cette facette de développement qui est tellement divulguée que nous y lançons mais aveuglément, car nous ne cherchons pas à savoir en fait c'est quoi le développement, car le développement n'a pas été juste créé du jour au lendemain et imposé à tout le monde, car chaque ethnie, chaque culture, dans chaque zone, les gens ont eu à évoluer avec cet aspect qu'on appelle développement, mais à leur façon et à leur état de vie. Car nous avons toujours été un pays développé, car nous avions toujours pu subvenir à nos besoins primaires, mais à un moment donné de la vie, avec l'industrialisation et le capitalisme, une autre facette de c'est quoi un développement fait jour, et ça commence à aveugler beaucoup de personnes. En plus de ça, ils copient en fait, et c'est le copie qui est le plus dangereux, car quand tu commences à copier, tu te lances dans une perpétuelle reconstruction, car tu délaisses tes propres connaissances, car tu délaisses tes propres valeurs. Et quand tu laisses tes valeurs, tu perds ton originalité. Et quand tu perds ton originalité, tu perds ta source. Et quand tu perds ta source, tu te perds toi-même.
faut tout décoloniser en fait. Il faut décoloniser ce mindset que c'est le blanc la réussite, ou c'est le blanc qui doit amener les milliards, ou si tu veux réussir, il te faut aller dans les meilleures écoles occidentales, ou si tu dois être développé, il te faut un bâtiment avec 5 étages en ciment. Si tu dois être développé, il te faut une voiture où tu dois rouler tout le temps. Si tu dois être riche, il te faut faire de l'agriculture avec des pesticides et des engrais chimiques. Si tu dois avoir de l'argent, il te faut, tu vois, après, il te faut. Donc, il y a tellement de besoins après qui s'installent que tu vas vivre une vie en perpétuelle course effrénée vers le développement. Car au début, tu t'es perdu. Car tu n'as jamais su c'était quoi le sens du développement. Et toi, Djibril, en fait, personnellement, comment est-ce que tu en es arrivé là? J'ai rencontré le village il y a 3 ans de cela. Mais avant, j'avais aussi ce mindset-là, tu vois, d'avoir envie d'aller à l'Occident faire des études pour être mieux qualifié dans mon domaine. Parce que j'ai toujours aimé les métiers de construction, de bâtiments, de mobilier, de gadgets ou de jouets pour enfants. Et après mes études baccalauréat, j'ai commencé à fréquenter des centres socio-culturels qui organisaient des workshops, des ateliers. J'ai fréquenté après ça des Allemands, la plupart du temps des Allemands, des Français qui m'ont beaucoup appris dans tout ce qui est machine. Au Sénégal, je dirais en Afrique, on n'a pas cette capacité de disposer des expertises, surtout sur les plans techniques ou industriels, de pouvoir étudier ou de pouvoir se former sur les domaines industriels et techniques. Ils ne sont pas vraiment disponibles. Raison pour laquelle c'était difficile pour moi après de poursuivre une avancée technique ou de suivre des formations pour mieux évoluer dans ce domaine en tant qu'opérateur machine. Donc il m'a fallu tisser des liens avec des gens qui étaient à l'Occident pour pouvoir aller les visiter et leur montrer aussi que ce qu'ils font là-bas aussi, il y en a ici au Sénégal afin qu'ils puissent venir jeter un coup d'œil. Car ce n'était pas quelque chose que tu pouvais voir n'importe où au Sénégal, de voir une machine de découpe à commande numérique. Donc pour beaucoup de gens en Europe, je leur montrais les choses que j'arrivais à faire avec les machines. Ils se sont dit, ok, pourquoi pas venir faire des workshops au Sénégal. Et c'était super nice comme échange. Ils sont venus nous rendre visite. Mais ici, vu qu'on n'arrivait pas à rendre nos mobiliers aux mêmes dimensions, à la même taille, pour nous, c'était difficile d'être compétitif, même sur le plan mondial. Et dans plusieurs autres domaines, que ce soit sur le plan mobilier, sur le plan alimentaire, sur le plan transformation des nourritures, dans tous les domaines en fait. C'est la manque de disponibilité des expertises industrielles qui nous pousse à ne pas être compétitifs. Et c'est ça qui encourage la dépendance surtout de nos pays à l'Occident. Et ce qui est vraiment désolant car ça ne nous permet pas d'évoluer dans le temps. Et ça ne nous permet pas aussi d'être valorisé ou bien de valoriser notre produit sur le plan international. Pour le village aussi, ça m'a beaucoup éveillé dans plusieurs domaines, surtout dans le domaine artisanal. Dans ce village, je suis beaucoup plus ouvert et je suis beaucoup plus créatif. Pour être performant et pour être doué dans un domaine à l'état où nous sommes, il faut maîtriser les ordinateurs et utiliser les machines. C'est ce que j'avais compris. Mais avec le temps, avec la fréquentation que j'ai eue des membres du village jusqu'à mon adhésion au village, j'ai été de plus en plus éveillé que même ce que je croyais pour moi était la meilleure porte et que c'était le bonheur pour moi en réalité n'était juste un assombrissement de mon intérieur surtout et de ma façon de percevoir les choses et que c'était pas en fait une destruction ou bien un effacement de ce que j'avais comme compétences, mais c'était un embellissement de mes compétences mais dans un autre état beaucoup plus développé. Merci beaucoup Djibril de nous avoir partagé tes pensées. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Ciao ciao!